Mesdames et messieurs, Sylvain Larocque. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Oui. Merci d'être là. J'espère que vous allez passer une belle soirée en ma compagnie parce qu'on a travaillé fort pour vous amener ce show-là ce soir. On a travaillé fort sur les textes. On a travaillé fort sur la mise en scène. On a répété. On a essayé le spectacle un peu partout. On est allé l'essayer à Mont-Laurier, à Latuc, à Saint-André-Avelin, à Valmorin, à Sainte-Martine. On est très, très, très heureux d'être avec vous ici ce soir, mesdames et messieurs. Hein? Oui, monsieur. Et je sais que vous allez être un bon public parce que vous êtes déplacés pour venir me voir ce soir, malgré ma face de gars pas fiable. Et ça en dit long sur vous autres. Ça veut dire que vous êtes un public qui ne se fie pas aux premières apparences. Et c'est rare aujourd'hui. Tout le monde se fie à première vue aujourd'hui. Ils jugent dès le premier regard. Et quand le monde font ça, ça m'avantage jamais. Je le sais que j'ai pas la face du gars qui, après le spectacle, va aller gambader nu dans un champ cueillir des marguerites. Je sais ça. Pas que ça me tente pas, là, mais quand ça fait 2 fois que tu te fais arrêter, à un moment donné, tu comprends le message. Hein? Bon. Et je sais que les gens pensent souvent que des humoristes sont tout le temps en train de niaiser, de faire des faces, dire des conneries. Bon, on est généralement heureux dans la vie, sauf que quand on travaille pas, la dernière affaire qu'on veut entendre, c'est une joke. Hein? C'est normal. Notre travail, c'est le rire et le fun. Fait que si je veux décrocher, moi, en vacances, à la limite, j'en veux pas de fun. Tu veux que je décroche? Envoie-moi enfermé d'une mine de charbon en Tchétchénie avec Denise Bombardier et Ricardo pendant 2 semaines. Là, j'ai l'impression de prendre un break, tu sais. Mais la première apparence, on est tous victimes de ça un petit peu. Même moi, quand j'arrive sur scène, je regarde mon public et je me fais une première impression de mon public. C'est vrai, comme vous ce soir, je vous regarde et je trouve que vous avez l'air d'un public sympathique, relax et intelligent. Mais bien sûr, c'est une première impression. Hein? Je vais vous poser une question. Okay? Si, il y a 4 ans, Jean avait 2 fois l'âge de Paul et que dans 4 ans, Paul aura le 3/4 de l'âge de Jean. Quel âge Jean a-t-il aujourd'hui? Vous voyez, on va barrer intelligent. C'est maudite premières impressions des fois, hein? C'est trop peur. Hein? Mais c'est pas grave. Je vous aime pareil parce que vous êtes sympathique et relax. Et relax, c'est super important. Il n'y a rien de pire pour un humoriste que d'arriver d'une salle et de sentir que le public est anxieux. Tu sais, des fois, tu sens qu'ils ont une dure journée. Ils sont comme nerveux, ils sont comme stressés. Hein? On va barrer relax. L'esprit que je vous ai eu, là. Mais c'est pas grave, parce que vous êtes super sympathique. Et au fond, c'est ça l'important. On veut du monde sympathique dans nos salles. Et pour se réchauffer, pour apprendre à se connaître un petit peu, j'aimerais ça qu'on fasse un numéro d'humour interactif ensemble. Ça vous tente-tu? Oui, mon sac m'a le faire pareil. Non, mais c'est vrai. OK, on va faire un numéro... je vais vous donner des choix de réponses entre A et B, OK? Et vous allez applaudir pour me dire quel choix vous avez décidé que c'était. Ça va porter sur les apparences, OK? Je sais que dans la salle, il y a des gens qui vont applaudir pour n'importe quoi. C'est tout le temps de même, on est habitué. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Je sais aussi que dans la salle, il y a des innocents qui ne sont pas habitués de prendre des décisions par eux-mêmes. Mais les gars, c'est à vous autres de rester célibataires, voilà. Donc, c'est un fait. C'est la femme qui a le pouvoir au Québec, n'est-ce pas? Hein, on dit souvent que les femmes aiment les hommes en uniforme. Est-ce que c'est vrai? Oui. Savez-vous pourquoi les femmes aiment les hommes en uniforme? Parce qu'elles savent que ces gars-là, ils ont appris à obéir. Voilà pourquoi. Donc, la situation est la suivante. Votre fille vous dit qu'elle a un nouveau chum, qu'elle l'amène super à la maison à soir, et elle se présente avec moi.
En tout cas, vous allez vous faire une première impression de moi éventuellement, hein, quand vous allez arrêter de pleurer. Vous allez vous faire une première impression de moi. Et mes questions visent à déterminer c'est quoi cette première impression-là. Alors, question numéro 1. Selon vous, à me voir, est-ce que j'ai grandi A, dans une banlieue aisée, ou B, dans un trou quand tu finis ta 6e année et t'appelles le nerd? Ceux qui votent pour A. C'est tout? Pas sûr que c'est une bonne idée, ce numéro-là, finalement, moi. Ceux qui votent pour B. On va barrer sympathique. Finalement, vous êtes un public, gros minimum. Pas grave, je vous aime de même, c'est correct, c'est correct. OK, alors, selon vous, j'ai grandi dans un trou quand tu finis ta 6e année, t'appelles le nerd. Ça a l'air que j'ai grandi à Pointe-aux-Trembles. Alors, très bien. Oh, est-ce qu'on a des gens de Pointe-aux-Trembles dans la salle? Oui, OK, m'a parlé lentement, très bien. Donc, je viens de Coansville, j'ai pas le droit de rire de personne, inquiétez-vous pas, regardez. OK, selon vous, étant jeune, je suis A, très sportif et sociable, ou B, pas sportif du tout et dans ma bulle. Ceux qui votent pour A. Ceux qui votent pour B. Raison. C'est pas bon. J'ai jamais été bon dans les sports. Au golf, m'a frappé 160, 170, garde, puis le deuxième trou, ça dépend. Le pire, c'était au hockey quand j'étais kid, là. J'étais comme difforme en plus. J'avais comme une grosse tête puis un petit corps, tu sais. Fait que j'étais à tombe, je portais des casques de midget. Rendu midget, j'avais des jackstraps de tombe. Mais ça, c'était une autre affaire. Anyway, c'est pas grave. Bon, prochaine question. Selon vous, dans mes temps libres, est-ce que A, je m'amuse à peindre des aquarelles ou B, je me tiens des bordels? Ceux qui votent pour A. Ceux qui votent pour B. S'ouvrir une petite parenthèse. Vous êtes vraiment chien, hein? Fermez la parenthèse. Bon, OK. Faut que je corrige là-dessus. Hein. Ma vie est loin du film 3X. D'ailleurs, tu mets moi dans un film 3X, le film change de rangée immédiatement puis il s'en va dans la science-fiction. OK? C'est, ma blonde dirait peut-être comédie. Là. Ou court-métrage. Mais ça, anyway, c'est pas grave. Regarde, bon. Selon vous, ma principale liaison avec une femme, parce que oui, c'était avec une femme, je ne laisserai pas ce choix-là, OK? Je fais comme moins confiance d'un coup, là, OK? Ma principale liaison avec une femme a été avec A, une femme soumise et docile, ou B, avec une germaine contrôlante. Ceux qui votent pour A. Merci, les gars. Ceux qui votent pour B. Toutes les filles, go Germaine, go! Il va payer pour les autres. OK, bon, fait que c'était une Germaine contrôlante, alors j'ai passé une grande partie de ma vie avec une Québécoise, paraît-il. Selon vous, mon style vestimentaire, c'est A, j'aime porter des uniformes, ou B, on dirait que je m'habille à l'armée du salut. Ceux qui votent pour A? On va laisser faire B, j'ai compris. OK, ma gang de smart, dernière question. Selon vous, on me considère comme étant généralement A, intelligent, génial et brillant, ou B, toutes ces réponses? Vrai? La vraie dernière question. Selon vous, mes valeurs en tant qu'être humain sont A, ponctualité, détermination, discipline, focus et ambition, ou B, ça dépend, ça change, c'est très relatif. Ceux qui votent pour A et ceux qui votent pour B. Quelle belle opinion vous avez de moi. Hein? Parce que pour résumer, selon vous, le nouveau copain de votre fille, moi, je suis un colon infidèle qui couche avec n'importe qui, incluant des prostituées, qui a des valeurs morales relativement douteuses et qui ne sait pas s'habiller. Et ce gars-là que vous êtes venu voir à soir. Mais savez-vous quoi? Vous avez parfaitement raison. Parce que les options B que vous avez choisies, qui ont l'air de me mettre dans la marde, en fait, correspondent exactement à l'œuvre et la vie d'Albert Einstein. C'était pas des questions au hasard. Et les A, qui font de moi un bon gars pour votre fille, supposément, correspondent à la vie et à l'œuvre d'Adolf Hitler. Alors,
La prochaine fois que vous verrez un gars avec une face de pas fiable, dites-vous, dans le fond, il est peut-être juste sympathique, relax et intelligent. C'est vrai que je suis heureux que vous soyez là ce soir, ça me touche profondément, parce que je sais très bien que pour plusieurs d'entre vous, c'est le dernier spectacle que vous allez voir de votre vie. Non, parce qu'on est tous gravement malades, vous saviez ça, hein? OK, je vais expliquer ce que je veux dire. Prenez 2 doigts, tout le monde, 2 doigts comme ça. Tout le monde, posez-les sur votre veine ici. OK? Sentez-vous une pulsation? Non, c'est bon signe. Oui, ça l'est moins. OK, si vous sentez la pulsation en question, je suis désolé d'être celui qui va vous apprendre ça, mais chers amis, vous êtes vivants. Non, ça a l'air de rien, mais j'ai connu plein de monde vivant. Moi, du monde en vie, je n'ai connu plein, OK? Puis il n'y en a pas un maudit qui a survécu. Depuis le début de l'humanité, il n'y en a pas un seul qui a survécu à la vie. Ils en sont tous morts éventuellement. Ce qui me fait croire que la vie, au fond, c'est la seule et unique maladie vraiment incurable sur Terre. Et comme beaucoup de graves maladies, la vie est transmise sexuellement. C'est impossible de se débarrasser de la vie, OK? Je vous prédis là, que vous allez être vivant jusqu'au jour de votre mort, puis après ça, fini. Et c'est pour ça qu'on se plaint de la vie. C'est une maladie incurable transmise sexuellement. C'est pour ça qu'on dit, chienne de vie, la vie est dure. C'est pas facile, la vie. Autrement dit, on est toute une méchante gang de malades, mais on n'est pas toutes malades égales. Il y en a qui sont plus malades que d'autres parce qu'il y en a qui ont plus de vie que d'autres. Hein? Tu sais, on s'entend, ça va être péjoratif pour dire que les gens sur l'aide sociale, les cégepiens, ils n'ont pas de vie. Parce qu'ils soignent leur maladie de façon traditionnelle, du repos et beaucoup de liquide. Alors qu'à l'autre opposé, il y a des gens qui n'ont rien mais rien compris. Il y en a qui se couchent de bonne heure, qui mangent de la salade, font du jogging, conduisent en état de sobriété. Hey, ils n'ont pas fini d'être malades, eux autres. Ils vont être vivants super longtemps, là. Celui qui a compris, c'est le gros tas qui s'enrobine avec le cigare dans la gueule. Lui, il a catché. C'est pour ça qu'on dit de lui que c'est un bon vivant. Mais rassurez-vous, parce que c'est vrai que la vie est une maladie mortelle et que la mort est une solution, ça veut dire qu'au moins, notre système de santé est en mesure de guérir une affaire. La maladie de la vie. Et tu sais l'expression qu'on dit souvent? On dit souvent, c'est la vie. Tu sais, on dit souvent ça, c'est la vie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on dit jamais ça quand quelque chose de positif est arrivé. Hein? On dit tout le temps ça quand il y a une marque qui est arrivée. Tu n'entendras jamais un gars dire, hey, j'ai rencontré une fille extraordinaire. C'est la vie. Non. Hey, on a fait l'amour passionnément toute la nuit. C'est la vie. Non. Mais tu risques de l'entendre dire, elle est tombée enceinte. C'est la vie. Chris, oui, ça, oui. Être enceinte, c'est la vie. Du moins, la grossesse, c'est le début de la vie. Parce que nous, les êtres humains, on voit quelque chose comme, on voit ça comme romantique et puis plein d'émotions. Tu sais, c'est beau, une grossesse. Pour nous. Sauf que le show s'appelle Vue de même. Et je vous demande de faire l'effort, 2 secondes, de vous mettre dans la tête d'un extraterrestre qui n'a jamais vu une grossesse humaine de sa vie. Lui, il voit ça, là, il trouve pas ça cute pantoute. Lui, ce qu'il voit, c'est une invasion parasitaire. Un parasite nommé le fœtus s'incruste dans l'abdomen de la mère et se nourrit de son sang. C'est la définition même d'une relation parasitaire. Et l'incubation du parasite dure 9 mois, après lesquels le fœtus sort du ventre de la mère, un peu comme la bébête dans Aliens, mais moins cute. Et à partir de ce moment-là, le bébé est devenu un être vivant. Il a attrapé la maladie de la vie, finalement. Et le bébé n'est pas cave. Il sait qu'il a attrapé la maladie de la vie. C'est pour ça qu'il panique, il capote, il a peur. C'est pas pour rien qu'il passe sa première année à hurler en chien dans ses culottes. Hein? Et à partir de ce moment-là, les experts s'entendent pour dire que le malade en a pour 70-80 ans à vivre, pas plus. Bon, les femmes réussissent à vivre plus vieilles que leurs conjoints, ça c'est pour être sûr d'avoir le dernier mot. Et la période la plus dangereuse de cette maladie qu'est la vie, c'est définitivement l'adolescence. Parce qu'à l'adolescence, le malade devient contagieux. Cet innocent-là, il pogne l'envie de reproduire sa vie. Qui souvent n'est pas exemplaire, on s'entend. Hein? Mais il faut l'en empêcher à tout prix. Il y a différents moyens de s'empêcher de reproduire la vie. Hein? Le condom, la pilule ou la moustache. Très efficace aussi.
Et ce qui est le fun, c'est qu'à partir de l'adolescence, tu peux voir le degré d'avancement de la maladie de la vie juste en constatant la hauteur de la ceinture du malade. Hein? Début de l'adolescence, la vie est jeune, la ceinture est en bas des fesses, et elle va remonter graduellement au cours que la vie avance, et vers la phase terminale, à 75 ans, elle est rendue en dessous des bras. Hein? C'est ça, où tu y coupes une jambe, tu comptes les ronds. La deuxième façon est un peu plus violente, mais bon. Et je m'en voudrais de vous parler de la maladie de la vie comme ça, sans parler des compagnies qui, chaque année, investissent des millions en recherche et développement pour trouver des façons de raccourcir cette maladie qu'est la vie, ou de l'éliminer complètement. À des compagnies comme PFK, McDonald's, Burger King, qui chaque année se forcent pour trouver des triothérapies visant à réduire ou à éliminer la maladie de la vie. Les compagnies de tabac qui, depuis des années, s'attaquent au cœur de la maladie de la vie. Et bien sûr, l'Auto-Québec et ses casinos qui, chaque année, poussent nombre de gens vers l'auto-guérison en bas du pont Jacques-Cartier. Bravo! Bravo! Et si vous êtes atteint, comme moi, de cette maladie qu'est la vie, l'important, je vous le dis, moi, c'est de la partager avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous est cher. Okay? Et moi, j'ai trouvé quelqu'un qui a la même maladie que moi, et on la partage ensemble. Et cette fille-là, elle me fait triper, elle me fait rire, elle est mourante. Elle est tellement bonne pour moi là, que des fois, j'ai l'impression qu'elle a guéri ma maladie. Après 8 ans de vie de couple, là, des fois, je me regarde et je me dis, Christy, on dirait que j'ai plus de vie. Fait que je sais que c'est la bonne. Je suis sûr qu'elle puis moi, c'est pour la maladie. Et c'est pour ça que je l'ai demandé en mariage, puis elle m'a dit oui, puis on se marie le mois prochain. Hein? Ça fait que c'est ça, ben, je suis en amour, je suis casé, je me marie. C'est la vie. Ce qui est le fun avec un nouveau spectacle, c'est qu'on repart en tournée. Et quand je pars en tournée, je le fais avec mes deux chums, mes deux guerriers de la route qui sont là-bas dans le fond, deux gars qui sont tellement importants pour moi. C'est deux gars qui me donnent envie d'écrire un nouveau numéro, c'est noms de famille québécois. Ils s'appellent Gabriel Martine et Jonathan Biguet-Binette, là-bas, dans le fond. C'est leur vrai nom. La réalité dépasse parfois la fiction. Et quand on repart en tournée, ce qui est le fun, c'est qu'on constate certaines choses, comme, peu importe la ville où tu es, habite tout le temps la ville d'à côté. C'est partout pareil, à travers la province. Chicoutimi, bitch Jonquière, Jonquière, bitch Chicoutimi. Hull, bitch Gatineau, Gatineau, bitch Hull. Québec, bitch Montréal, Montréal, sans calice. Tu sais, c'est... Partout. Partout pareil, hein? Et il y a des places où tu vas qui sont des petits villages. Mais plus le village est petit, et moins les gens veulent l'avouer. Il y a comme une certaine fierté. Oh non, on n'est pas si petit que ça, mais il y a des signes qui ne manquent pas et qui vous disent que vous êtes dans un petit village. Comme par exemple, plus il y a de traits d'union dans le nom de la ville, plus c'est petit. On s'en sort pas. Saint-Paul, un trait d'union, c'est une ville. Saint-Paul-la-Botsford, 2 traits d'union, c'est un village. Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, c'est un trou, c'est clair. OK? Tu sais que c'est un petit village quand tu appelles à la mairie, puis c'est le maire qui répond. Quand il y a quelqu'un dans le village qui gagne sa vie en vendant des vers de terre. Ça fait que commencer. Quand il y a un magasin Rossi sur la rue principale. Quand le monde s'habille chic pour aller manger à la belle province. Quand ton mononcle et ton papa, c'est la même personne. Quand dans le village, il y a un dépanneur qui loue aussi des vidéos, que les nouveautés sont en VHS, rajoute un comptoir Sears puis un comptoir de la SAQ, t'es en grosse business.
Surtout quand t'appelles le dépanneur, c'est encore le maire qui répond. Et finalement, quand il y a des gars de 18 ans dans un chevalier de colon, tu sais que c'est petit. C'est clair, c'est clair. Et peu importe le village, ils ont tous leur festival, OK? Et les grandes villes ont choisi des bons festivals tôt, et c'est le fun, comme je dis, Montréal, Juste pour rire, Québec, Festival d'été, ça, c'est le fun. Mais il y a des petits villages qui ont choisi leur festival sur le tard, puis ils sont pognés avec n'importe quoi, OK? Je vais vous donner des vrais festivals qui existent. Le festival de Loi Blanche de Montmagny. Je ne sais pas c'est quoi l'attrait, OK? Vous pouvez y aller. Mais si jamais vous décidez d'y aller, mettez-vous une casquette. Le festival de la grosse bûche de Saint-Raymond. Juste le nom. Ou j'espère juste qu'ils n'ont pas eu la mauvaise idée d'élire une reine de l'événement. Miss Grosse Bûche 2010. Rita Lamotte. Le festival rétro de Victoriaville, ça c'est une semaine dans l'année où le monde de Victo s'habille comme d'habitude. Mon préféré, le festival à Sainte-Louise, le festival du Père Zim. Je vous jure, c'est sur Internet, checkez ça, le festival du Père... Je ne sais pas c'est qui le Père Zim, OK? J'ai aucune idée ce qu'il a fait pour se mériter un festival, et je sais surtout pas c'est quoi les activités. Venez nous voir, cette année, on lui donne un bain. Je le sais pas, OK? Mais ce que j'ai appris dans ma vie, moi, c'est qu'au Festival de la Giblotte, on mange de la giblotte. Au Festival de la galette de sarrasin, on mange de la galette de sarrasin. Jamais m'a emmené mes enfants au Festival du Père Zim. Alors, on a été... Avec les gars, là, on a fait vraiment le tour du Québec. On était jusqu'à Chibougamau. Êtes-vous déjà allé à Chibougamau? À part les deux là, c'était pas par choix, hein? Mais non, c'est pas que c'est pas le fun, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est juste. Non, mais c'est parce que. Non, mais tu sais, ici, là, on a des moustiques qui s'écrasent dans nos pare-brises l'été, hein? Bon. Mais là, les habitants de Chibougamau, ceux qui vivent dans Chibougamau, ils appellent comment? Les Chiboukis, je sais pas, regarde. J'ai aucune idée. Eux autres, les moustiques, là, ils leur pitchent des steaks des parcs municipaux, là, veut dire, c'est comme. À Chibougamau, t'as des mouches noires qui se promènent avec 3-4 chars effoirés d'en face. Je veux dire, Chibougamau, c'est un mot indien qui veut dire « Hey, on déménage-tu? » Maniwaki. Êtes-vous déjà allé à Maniwaki? Il n'y a rien là-bas. Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Tu te promènes dans le bout de Maniwaki, t'as beau gosser après ta radio d'auto, tu ne pogneras même pas tes CD, OK? Maniwaki, c'est un mot indien qui veut dire « Hey, Chibougamau, c'est par où? » On était jusqu'à Lebel-sur-Quévillon aussi. Et puis, un autre principe de tournée, tu sais que tu vas mal dormir quand tu dors d'un motel et non un hôtel, OK? Mais tu sais que ça va être vraiment de la merde quand il y a une lettre en néon du mot motel qui ne flash plus, OK? Et à Lebel-sur-Quévillon, on a couché dans un motte. On avait le choix entre le motte puis le Moël. On aurait dû prendre le Moël. Une autre place à Moël, on était dans le bout de la péninsule gaspésienne. Donc, on est passé à travers un petit village, OK, je vous jure, ça s'appelle Très précieux sang de notre Seigneur. Il y a du trait d'union au pied carré là-dedans, monsieur. Hein? C'est tellement creux que les Indiens vont là pour acheter leurs cigarettes. Mais moi, je pense toujours aux habitants de la ville, tu sais. Ceux qui vivent dans Très précieux sang de notre Seigneur, comment ils appellent? Les globules? Non, mais dès que tu vois un globule, tu sais tout de suite c'est un petit village. Juste par le nombre de dents que le globule a dans la gueule. Juste ça, hein? C'est un autre principe. Il y a trait d'union dans le nom de la ville, moins ils ont de dents dans la gueule, plus c'est petit. Puis à Très précieux sang de notre Seigneur, il y a un dentier par famille, puis ça le passe à l'heure du lunch. OK, si on se promène, mettons, on va dans le bout de Sorel, il y a une petite ville qui s'appelle Contrecoeur. Connaissez? C'est bien cute comme ville. Sauf que j'aimerais ça qu'on s'attarde sur le nom de la ville un peu. Pas vous autres. Moi, quand je fais quelque chose à contre-cœur, c'est parce que ça me tente pas. Tu sais, à quoi ils ont pensé les fondateurs? Ils sont arrivés sur le site, ils ont fait « Hey, c'est vraiment de la merde, on s'installe à contre-cœur. OK? » Et moi, je pense aux habitants de Contrecoeur, ceux qui vivent dans Contrecoeur, les contre-écœurés. Hein? Eux autres. Non, mais... Pauvre monde.
Eux autres, ils naissent, grandissent, vont à l'école, mangent, dorment et baissent à contre-cœur. La ville devrait s'appeler « Sac ton camp, si t'aimes pas ça, personne te retient, là. Hein? Hey, ils n'ont même pas un club optimiste, il y a un club pessimiste. » Une fois par semaine, les gars se réunissent puis ils font « Ça marchera jamais, ce petit club-là. » Suivez-moi, faisons le tour. On s'en va sur la 132. On est dans le bas du fleuve, pas loin de Matane. Matane, en passant, c'est ma tante avec une faute de frappe. Et un peu plus loin, applaudissez si vous connaissez la ville que je vais nommer, parce que les gens ne croient pas que ça existe des fois. Ça s'appelle Les Boules. OK. Ils ont appelé leur ville Les Boules. Et t'arrives à Les Boules. Première sortie, route du Cap. Donnez-vous une chance. Non, mais moi, je pense aux habitants de Les Boules, ceux qui vivent dans Les Boules, les implants, hein, eux autres. Eux autres, ils s'emmerdent, ils s'ennuient, ils trouvent ça plate, leur ville, là. C'est pas les seuls. Quand c'est rendu que le bétail se pitche sur le barbecue pour se suicider, je pense que c'est un signe, hein? OK, un autre, Grenville. Bravo, Grenville. Là, je vous regarde la face, vous êtes tous en train d'écrire des jokes de Grenville dans vos têtes. Et voici la mienne. Qu'est-ce qui se passe à Grenville au mois de février quand il fait moins 30? La ville vient grosse de même. En tout cas, quand tu habites exactement entre Les Boules et Grenville, t'es vraiment le nombril de la terre. Hein? Ils ont appelé une ville grand-mère. Grand-mère, pas loin de toi. J'ai jamais compris pourquoi. La seule affaire que je vois, c'est que c'est en bas de la tuque, ça garde grand-mère au chaud. C'est la seule affaire. Et naturellement, je pense aux habitants de grand-mère, ceux qui vivent dans grand-mère, les paparmanes, hein? Aux élections municipales, à tous les 4 ans, les paparmanes vont aux urnes pour élire le maire de grand-mère. Ça fait de lui l'arrière-grand-mère. Et quand ta ville s'appelle grand-mère, elle ne pourrait pas fusionner avec n'importe quelle autre, tu sais. Grand-mère ne pourrait jamais fusionner avec Les Boules. Ça donnerait quoi? Les éboulements de notre jeune sur la côte? Non, on peut pas. Et moi, j'habite à Montréal. Combien on a de Montréalais par applaudissement dans la salle ce soir? Et parmi ceux-ci, combien ont grandi à l'extérieur de la ville? À peu près la même quantité. C'est rare les Montréalais de souche, tu sais. Moi, quand je suis arrivé ici, la première fois, j'ai remarqué que c'est que les Montréalais, je trouvais qu'ils trouvaient donc une coche au-dessus de tout le monde, hein? Convaincus qu'ils sont plus smart que le reste de la province. Et ça ne doit pas être le cas. Sinon, nous autres ici, on aurait le droit de tourner à la droite sur la lumière rouge. Personnellement, c'est ce que je pense. Et je ne sais pas si vous saviez, mais l'ancien nom de Montréal, c'est Ville-Marie. Et avant ça, ça s'appelait Hochelaga. Puis Hochelaga, c'est un mot indien qui veut dire défense de stationner les mardis et jeudis de 9h à midi, du 1er novembre au 1er mars. Mais la plupart des Montréalais sont comme moi. On est tous partis de notre petit village natal pour la ville et s'installer dans un petit Christie de 2,5 qui coûte une fortune à tous les mois. Puis après ça, se mettre à travailler comme des caves pour se ramasser un peu d'argent pour éventuellement être capable de se payer quoi? Un chalet à contre-cœur. Par applaudissement, qui ici consulte un psy? Il y en a une gang qui monte dans l'eau, hein? Moi, je consulte un psychologue parce que, bon, il m'est arrivé de quoi récemment, je vais vous l'expliquer. C'est que quand je vais voir mon gérant d'artiste au centre-ville, j'ai une place de stationnement réservée. Et c'est arrivé une fois qu'il y a quelqu'un qui me l'avait pris, OK? Et en tant que Montréalais, vous le savez, hein, prends ma virginité, mais touche pas à mon parking, OK? Et là, j'étais en maudit, puis il y a une voix qui a surgi dans ma tête qui m'a dit « Sylvain, tu vas l'attendre, tu vas l'engueuler comme du poisson pourri, tu vas lui donner de la marde à ce gars-là. » Après ça, une deuxième voix qui surgit, qui me dit « Sylvain, relax. Calme-toi, c'est pas grave, c'est juste un stationnement, on va en trouver d'autres. Hein? » Bon. Et là, il y avait deux voix qui me parlaient dans ma tête, puis c'est correct, ça va, je peux vivre avec ça. Et là, il y a une troisième voix qui surgit, qui traite la deuxième de Momoun. Là, ils se parlaient entre eux autres, là. Je suis même plus dans la conversation, moi, là. Hein? Et après ça, il y a une quatrième voix qui surgit, qui me dit « Si on était parti de bonne heure comme je voulais, on l'aurait, notre place de parking. » C'est ma blonde avec moi dans le char, mais bon.
Elle surgit souvent, elle. Non. Mais ce que je me suis dit, c'était-tu normal d'avoir ces voix-là dans ma tête? Et je suis allé consulter un psychologue qui m'a dit, faites-vous-en pas, monsieur Larocque, c'est tout à fait normal. En fait, la manière qu'il m'a expliqué ça, et ce qui m'a donné l'idée pour le numéro qui s'en vient, c'est que dans notre tête, des fois, on dirait qu'on a un conseil d'administration qui regroupe toutes nos émotions, qui discute entre elles pour savoir comment répondre à une agression extérieure. Et Dieu sait qu'on en vit des agressions extérieures. Et pour illustrer mon propos, j'aimerais vous faire part d'une agression dont j'ai été victime cette semaine. Sylvain, j'aimerais ça que tu me fasses un enfant. Que tu me fasses un enfant. Bonsoir à tous, je me présente, la voix de la raison de Sylvain Larocque, alias le gros bon sang. J'ai convoqué ce meeting du CA des émotions d'Innocent Larocque pour la simple et bonne raison qu'il est dans marde, sa blonde veut un enfant. On remercie la panique d'avoir sonné l'alarme. Est-ce que la panique est là? Très bien, merci la panique. Alors, deux options s'offrent à nous. On peut premièrement la laisser, cette fille-là. Ah non, on peut pas faire ça. Si on fait ça, on se retrouve tout seul, puis de vie sexuelle. Ah! Très bien. Alors, deuxième option consiste à épouser cette fille-là. Ah non, on peut pas faire ça. Si on fait ça, on se retrouve tout seul, puis de vie sexuelle. Ah! La séance est officiellement ouverte. Est-ce qu'une émotion aurait quelque chose d'intelligent à contribuer à la conversation? La franchise, possiblement. Oui, effectivement. OK, la raison a raison de s'inquiéter. Ça fait 8 ans qu'on est avec cette fille-là, c'est supposé être une fille d'un soir. Pas 2 soirs, pas 850 soirs à rester, un soir. Une fille qu'on a ramassée un soir que le courage puis la libido sont partis à la brosse ensemble, hein? Le lendemain, la fierté a eu la bonne idée de se sauver en douce, mais la honte s'en est mêlée et a convaincu la culpabilité de la rappeler dans notre dos. Si on est ici à soir, c'est de la faute de la honte. Oui, très bien la franchise, sauf que après 8 ans, Sylvain l'adore, cette fille-là. Donc la honte, t'as pas besoin d'avoir honte. N'est-ce pas la honte? La honte? Oui, excusez-moi, je suis en retard. J'étais avec la paresse intellectuelle, on écoutait VTL. Je vous ramène à la situation, là. La blonde de Sylvain veut avoir un enfant. On devrait-tu faire ça? Déjà que le cul est élargi à vue d'œil. La raison qui parle, là, les nerfs, les neurones, OK? Hein? C'est la franchise qui vient de parler, là, donc il n'y a pas le choix de dire ça, OK? Effectivement, si vous voulez, on va faire venir l'hypocrisie, il va vous raconter de bullshit du genre à des gros os. Hein? De toute façon. De toute façon, Sylvain, il n'aura jamais le courage de laisser cette fille-là, je le connais. Puis d'ailleurs, il est où le courage quand on va y parler? Le courage est présent. Mais il n'y a pas tout là. OK. Alors, j'ai même fait le porte-parole du groupe et je l'aurais rencontré, cette jeune demoiselle, c'est quoi son nom déjà? Ah, c'est quoi? Je vais aller la rencontrer et pour lui dire qu'elle mange un char de marde. Ah, je vais lui dire d'en face, moi, avec mon téléphone. À moins que la mémoire ait gardé son courriel. Ça va le fun, ça. Oui, alors on arrête de payer des shooters au courage, s'il vous plaît, la honte. Oui, mais elle m'abuser de lui dans ce temps-là. Je le sais, mais c'est pas le temps. Moi, je pense, personnellement, OK, qu'on ne devrait pas écouter la franchise, OK? Parce que la franchise, là, elle nous donne toujours des mauvais indices. Vous vous souvenez de la dernière fois qu'on écoutait la franchise? Aux douanes? Avez-vous quelque chose à déclarer? Non, on l'a déjà tout fumé, calice. On s'en souvient du gant de caoutchouc, hein? L'estime de soi est encore en thérapie. Ouais, mais là, chers amis, on s'écarte du sujet. Oui, parlons plutôt du sujet qui veut s'écarter. Donc, nous sommes tous d'accord sur le fait que Sylvain ne devrait pas avoir d'enfant parce qu'il n'est pas assez mature pour ça. Mais le résultat, c'est qu'il va en avoir un pareil parce que c'est la femme qui décide, puis il n'y a pas un mot à dire sur la game, OK? Non, on ne peut pas faire ça. Un instant de panique, s'il vous plaît. Non, non, il est bien trop immature. Oui, comment tu veux qu'on l'en empêche? Il ne pourra pas mettre de condom, elle ne voudra pas prendre la pilule. Oui, je le sais, mais il peut se faire pousser une moustache. Avant le spectacle, on est allé manger au restaurant, toute la gang. On s'est habillé chic, on était à Belle-Province. Et en sortant du restaurant, il y a une superbe jeune femme de 25 ans qui me regarde là, avec un sourire à faire fond d'un iceberg. Elle s'approche de moi et elle me dit « Bonsoir, Monsieur Larocque. Vous avez grossi? » Je ne l'ai pas prise. Elle m'a appelé monsieur.
Puis elle me dit, vous, le gros comme le bras, vous. J'ai-tu l'air d'être plusieurs, moi, là? Et là, son chum arrive à côté d'elle. Hey, Sylvain, comment ça va, toi, man? Non. Toi, c'est vous, puis monsieur. Ça te dérange pas qu'un gars de 25 ans vous voit en quelque part, c'est du respect. Mais une belle fille de 25 ans, non, ne me respecte pas, s'il te plaît. Dis-moi, t'es un cap, t'es un moron, t'es un imbécile, mais insulte-moi pas en disant vous, puis monsieur. Et là, j'avais comme mangé un coup de poing dans le ventre. Tu sais, ma libido est en train d'encaisser ses REER. Et elle m'a vraiment donné le coup de grâce quand elle m'a regardé avec le même sourire qu'elle m'a dit « En tout cas, monsieur Larocque, ma mère aime beaucoup ce que vous faites. » Ben, c'est ça le problème. Moi aussi, j'aime beaucoup ce que ta mère a fait. Mais ça vient très bien illustrer le conflit qu'on a entre les trois principales générations présentes au Québec. T'sais. Avant, nous autres, il y avait les baby boomers. Hein. Mes parents, moi, c'est des baby boomers qui ont vécu une belle période de prospérité économique. Il y avait pas mal tout ce qu'ils voulaient. Ça allait bien en crime. Ils ont donné naissance à la génération X, la mienne, OK? Et nous autres, on a eu de la marde, à peu près. Qui, par applaudissement, est génération X ici? Bon, vous voyez, on remarque tout de suite le manque d'enthousiasme. Hein? On a eu de la marde. Et nous autres, on a donné naissance aux Y, à qui on a tout donné pour compenser que nous autres n'en avions rien eu. Mais là, les Y, ça fait des enfants qui ont tout trop vite, tout cuit dans le bec. Là. À 16 ans, ils ont tout un char. À 12 ans, ils font l'amour. À 5 ans, ils sont sur Internet. Christy, sont avec de sortir de l'utérus en tricycle. Alors que nous autres, les X, il fallait être patient, on n'avait pas le choix. Pourquoi? Parce qu'on travaillait premièrement avec la technologie inventée par les baby boomers. C'était pas fort. Les premiers ordinateurs, là, c'était énorme. Là. T'en voulais un, ça te prenait un agent d'immeuble. Je veux dire, fallait que tu coules un salaire à ton ordinateur. Hey, Sylvain, t'as un nouveau char? Non, c'est ma souris dans le driveway. C'est ouais. Belle invention de baby boomers, les téléphones à cadran rotatif. On a essayé de pousser dans le cul pour aller plus vite, ça marche pas. Hein. Tu te trompes de numéro de la marde, mais aller chez eux, ça va aller plus vite. Il n'y avait pas d'afficheur, de répondeur, de ligne en attente. Non, Bell Canada offrait un seul forfait. Rappel tout à l'heure. On n'avait pas des barbecues au gaz propane sophistiqués. Là. Mes parents, il y avait un Hibachi. Ça prenait une éternité faire chauffer tes briquettes. Ton souper était prêt le lendemain au déjeuner. On n'avait pas de télé-réalité non plus. Nous autres, on regardait du monde, vivre leur vie de tous les jours. Télé-réalité, on n'avait pas ça. On avait une forme primitive de télé-réalité. Dans le temps, on appelait ça une fenêtre. Et les suits de skidoo, une pièce qui nous faisaient porter. Hein? Le suit de skidoo, une pièce, avec la fermeture éclair en métal, qui partait de la cheville gauche, finissait à l'épaule droite. Hein? Ah! T'essayais de fermer ça, ça prenait 1 heure, l'impression de partir ta tondeuse, esprit. Avec l'intérieur en peluche orange, là, hein? On dirait qu'ils ont tué Youpi pour le faire, là, tu sais, là. Puis ils ont rajouté des gants en dessous des pieds. Bravo, bonne idée, hein? Là, si tu grandissais trop vite, il fallait que tu marches de même, sinon tu pétais ton saut. Et l'hiver à moins 30, la languette du zipper en métal qui collait sur le bord de la gueule. Ah! Que de plaisir! Il y avait la botte de skidoo qui allait avec ça aussi, hein? Tu l'enlevais le 3/4 du temps, le feu tenait avec. Là, tu te ramassais avec une peau de botte qui pendait. Et notre linge d'été. Parlons-en de notre linge d'été. Hein? On n'avait pas. Nos parents, des anciens hippies encore gelés, qui trouvaient ça bien drôle de nous voir courir à poil dans la pelouse, esprit. Hey, moi, 80% de ma garde-robe était brune, puis le reste, c'était des bobettes. Tu sais, à Cowansville, on n'avait pas, nous autres, dans le temps, des raves, des filles cochonnes, puis de l'ecstasy. Non. Je me souviens, on avait une boule disco, Linda Lamotte, puis ben de l'imagination. Hein, les filles ne s'habillaient pas avec 2 pouces de linge sur le corps, le nombril à l'air. Là. Dans les années 80, tout était lousse, je veux dire. Dans ce temps-là, si tu voulais savoir si une fille était cute, ben, tu prenais une chance, tu couchais avec. Il n'y avait pas 70 styles vestimentaires non plus, là. Il y avait punk, rocker, preppy, that's it. Moi, j'étais that's it. Parce que mes parents, c'est des anciens hippies qui ne savaient pas s'habiller. Anyway, ma mère a porté le poncho jusqu'en 95. La maison était décorée comme un chalet, là, des pièces murales en Fentex avec des tresses de laine, des boboules de bois à grandeur. Et mes parents ont vécu cette belle époque-là, eux autres, les années 60-70. Tu sais, dans le temps que le poêle était à la mode, là. Hein?
Et tu regardes des photos de l'époque, ils ont tout le chest poilu, la grosse barbe. Puis les gars aussi. On a toutes vu des images du festival de Woodstock. C'est assez lettre. Un grand champ, là, rempli à perte de vue avec des barbus maigrichons. C'est lettre. On dirait une plantation de Doc Mayou. Ça lève le cœur. Ah. Et mon père, baby boomer typique, il est rendu à 73, genre, là. Il y a tellement de pièces artificielles sur le corps, tu sais, orthèse, prothèse, défibrillateur, hanche artificielle. Écoute, avant, on l'appelait Pops, à ce temps, on l'appelle iPops. Trop de technologie sur le corps. Avant, quand il est malade, on le soigne plus, on l'upgrade. L'esprit, c'est... Mec qui meurt, fuck l'enterrement, on va le mettre dans le bac bleu au coin de la rue, ils vont le ramasser avec le plastique. Écoute, mais les baby boomers, là, à l'époque, un gars de mon âge, une quarantaine d'années, pouvait se vanter de paraître mieux ou d'être plus viril qu'un gars de 70 ans. Mais à cette heure, là, avec le chirurgie et le pilule, ils nous volent nos blondes. Hey, un gars de 70 qui cause une fille de 30, t'appelles ça comment? Les démons du minuit. Cruise une femme de ton âge, ça se cruise une femme de 70, 75, je sais pas, tu vas avoir, tu dis bonjour mademoiselle, habitez-vous encore chez vos enfants? Je le sais pas. Et non seulement ils nous volent nos blondes, mais ils les mettent enceintes. Ils s'en sacent la crise d'adolescence du petit, lui, il va être mort. Mais c'est ça, les baby boomers, ce qui me frustre, c'est qu'ils étaient plus nombreux. Donc, ils ont gueulé plus fort, puis ils ont tout eu, tu sais. Non, ils ont voulu l'éducation gratuite, ils ont gueulé, puis ils l'ont eu. Ils ont voulu les fonds de pension, ils ont gueulé, puis ils l'ont eu. Ils ont voulu la santé gratuite, ils ont gueulé, puis ils l'ont eu. Alors, les X, nous autres, on arrive à l'université, c'est plus gratuit, tu prends des prêts étudiants. On arrive sur le marché du travail, il n'y a plus de fonds de pension, tu prends tes propres airs. On arrive des hôpitaux, les corridors sont pleins de civières remplis de petites baby boomers. Et là, checkez-les bien, les vieux maudits. Ils n'ont jamais rien voulu payer, puis là, ils commencent à mourir. Mais d'ici une couple de mois, ils vont nationaliser Urgel Bourgie, esprit. Hein? Ça défoule, hein? Ceci dit, j'ai rien contre les baby boomers. Je ne veux pas les offenser. Et d'ailleurs, s'il y a des baby boomers qui ont été insultés par mes propos, je vous invite à faire un commentaire sur mon site Internet. C'est le www. Tu sais même pas comment ça marche un ordi vieuxchris.com. Ceux qui me connaissent un peu savent que je fais des shows, mais aussi j'écris pour d'autres personnes, la télévision, tout ça. Et d'après vous, mon outil de travail principal dans la vie de tous les jours, c'est quoi? Ordi, il y en a qui disent crayon, OK. En fait, c'est la langue française. Je suis un amoureux de la langue française. J'adore notre langue. Je trouve qu'elle est belle, elle est sexy, elle est complexe, et sophistiquée, mais christique est dure à apprendre. Contrairement à l'anglais, qui s'est répandu comme une épidémie, parce que ça prend 5 minutes, hein? Le français, c'est pas évident. Est-ce que vous aimez le français autant que moi? Je pose la question parce qu'à Sainte-Martine, l'autre fois, je l'ai demandé au monde, puis il y en a un qui a répondu « Yes, sir ». Il n'avait pas compris le principe de ma question, OK? Je vais vous dire pourquoi je trouve que la langue française est compliquée à apprendre. Parce que premièrement, OK, quand tu es au primaire, ils t'apprennent l'alphabet, les lettres. Après ça, ils prennent les lettres, puis ils te montrent comment faire des mots avec. Jusque-là, ça va. Sauf que moi, un été, j'étais chez ma tante, et puis un matin, ma tante m'a dit « Sylvain, je t'ai laissé un mot sur le comptoir. » J'ai lu son mot, ça disait « Va chercher du lait au dépanneur. » On va compter. Va chercher du lait au dépanneur. Elle dit qu'elle m'a laissé un mot. Elle m'a pas laissé un mot. Elle m'a laissé 6 mots. Ça a l'air niaiseux, mais je suis fourré, moi, là. J'étais en première année. J'ai 6 ans, OK? Fait que je suis allé voir mon professeur de français de l'époque, que j'aimais beaucoup, M. de Montalembert, et je lui ai demandé, « Monsieur de Montalembert, ma tante m'a laissé un mot, là, puis il y avait 6 mots dedans. » « Oui, mais mon petit Sylvain, c'est normal. Si quelqu'un t'écrit un mot, il va y avoir plusieurs mots dans le mot. » Il y a plusieurs mots dans le mot. Ça, c'est parce que le mot est enceinte, c'est ça. C'est parce qu'il y a Frenché avec le point-virgule. Mais s'il peut y avoir plusieurs mots dans un mot, c'est quoi le maximum de mots dans un mot? 200, 300? Non, mon petit Sylvain.
Si quelqu'un t'écrit un mot de 200 ou 300 mots, ça devient beaucoup plus qu'un mot, ça devient une lettre. OK, l'autre fois, vous nous avez dit que les lettres formaient des mots. Puis après ça, vous avez dit qu'il pouvait y avoir plusieurs mots dans un mot. Mais s'il y a trop de mots dans le mot, il redevient une lettre. Hey, j'avais-tu hâte au cours de maths, tu pensez, vous autres? Parce qu'après ça, ils t'apprennent qu'il y a plusieurs sortes de mots. Hein? Des articles, des sujets, des verbes, des noms. Et un beau matin, mon père a laissé traîner le journal à la maison et je n'ai lu un bout. Puis je suis allé voir mon professeur en lui disant... Monsieur de Montalembert, j'ai lu un mot qu'un journaliste a écrit dans le journal. Mais en fait, c'était peut-être une lettre, parce qu'il y avait plein de mots dans le mot. Non, mon petit Sylvain, si un journaliste écrit quelque chose dans un journal, ce n'est pas un mot, c'est un article. Vous n'avez pas dit l'autre fois que l'article, c'est une sorte de mot comme le nom, le sujet puis le verbe? Oui, mais tu sais, Sylvain, un journaliste qui a un peu de verbe peut écrire un article de 3000 mots sur un sujet, non? Moi, je vais m'écrire un mot pour m'en souvenir parce que je vais peut-être l'oublier. Non, tu vas prendre une note. Mêlez pas la musique là-dedans, s'il vous plaît. Non, mais ça a l'air de rien, mais je suis fourré, moi, là. Je suis en 2e année, j'ai 7 ans, tu sais. Et après ça, ils t'apprennent qu'en français, il y a des lettres qui sont muettes. C'est comme le E, par exemple. Le meilleur exemple, c'est le E. Parce que le E, on le prononce rarement, ou jamais même. Tu sais, c'est pour ça que je pense que les caves qui n'ont rien à dire s'en servent beaucoup. Hein. Il y a plein de lettres muettes en français. Comme à un moment donné, M. de Montalembert a écrit le mot doigt au tableau. D-O-I-G-T. Alors, mon petit Sylvain, est-ce que tu peux me lire le mot que je viens d'inscrire au tableau? Deutsch. Non, Sylvain, on prononce D-O-I, car le G et le T sont des lettres silencieuses. Silencieuses. OK. On est d'accord sur le fait que la seule et unique job d'une lettre, c'est de représenter un son. Alors, c'est quoi son trip à la lettre de se pointer à la job un matin et soudainement de fermer sa gueule? Qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est quoi? C'est-tu des lettres en stage, c'est ça? Il y a un macaron en entraînement, soyez patient. Ils regardent comment le mot fonctionne, mais ils ne sont pas encore impliqués. Hein? Ou c'est peut-être des lettres comme des sénateurs, on les garde pour le protocole, mais ils ne se prononcent jamais sur rien. Ou tu sais, quand tu as T et H dans un mot, le H est tout le temps silencieux. Pourquoi? Le H, c'est-tu quelque chose que le T ne sait pas? Le H, sais-tu quoi s'approcher? Peut-être que le H est dans le système de protection des témoins parce qu'il est délateur de la mafia puis il ne veut pas révéler son identité. Ou peut-être que le T puis le H, c'est un couple, puis le T, c'est la fille. Fait que le H se dit aussi bien de probostiner avec. J'aurais jamais raison. C'est ça qui se passe, cette là. Et je l'ai demandé à mon prof, qui m'a répondu très précisément. Sylvain, les lettres silencieuses, on ne les prononce pas. C'est comme ça, c'est tout. Quelle réponse poche. Monsieur de Montalembert, vous êtes un con. En fait, j'ai dit champion, mais HMPI était des lettres silencieuses. C'est comme ça, c'est tout. Moi, j'aimais les maths. Tu sais, je suis un gars de logique, je suis un gars cartésien. J'aimais les maths parce que je trouve que les mathématiciens ont la brillante idée de trouver des symboles pour représenter les chiffres. Hein? Un 8, c'est 2 ronds, un en haut de l'autre. Pas de niaisage, tout le monde se comprend. Mais un jour, en français, ils décident de te montrer à écrire les chiffres au long. UN, D-E-U-X, T-R-O-I-S. Hey, je suis fourré, moi, là. Je suis en 3e année. J'ai 17 ans. Monsieur de Montalembert, hein? Il y a des symboles, puis les chiffres, pourquoi faut les apprendre au long, c'est perte de temps, hein? Mais non, Sylvain, si jamais tu veux écrire un chèque, tu n'auras pas le choix de les écrire au long. Pff, de la merde, m'a payé cash. Peux-tu y aller, là? Non, mais vive les maths. J'aimais les maths. Parce que j'étais écœuré des lettres, puis du français, puis du gossage.
Et un beau matin, t'arrives dans ton cours de maths, heureux d'être là. Et là, le maudit prof, il te regarde et il dit « Ce matin, nous allons apprendre l'algèbre, nous allons additionner des lettres. » Monsieur dans mon talent l'envers, moi. L'autre jour, vous faites écrire des chiffres au long, il faut additionner des lettres. Capote. Allez, Sylvain, résous l'équation au tableau. X plus Y plus Z égale... X's. C'est top, c'est mêlant le français, tu sais. Et là, tu penses que tu as tout compris. Quand tu as appris ça, tu dis, sûr, je suis correct, c'est fini, je suis correct. Non, parce que tu ne connais pas encore ta ponctuation. Et ce que je trouve drôle de la ponctuation, personnellement, c'est que la seule ponctuation qu'on mime, c'est le guillemet. Hein? Il n'y en a pas d'autre. Oui, non, il n'y en a pas d'autre, c'est vrai. Ah oui, tu connais Paul? Oui, Paul, il est spécial. Le guillemet, c'est le seul qu'on mime. Moi, je pense qu'on devrait mimer plus de ponctuation. Tu sais, comme le point d'interrogation, le point d'exclamation. T'es dans ta voiture, quelqu'un qui te coupe. « Hey, qu'est-ce que tu fais là, le cave? » Hein? L'autre, il est en maudit, il te répond « Ta gueule! » Point d'exclamation. La parenthèse serait le fun à mimer. Parce que la parenthèse, c'est le non-dit, le sous-entendu, tu sais. Tu veux me montrer tes photos de vacances? Je m'en sac-tu de tes vacances, moi, chose? Et je trouve que les jeunes yo, OK, miment très bien leur ponctuation. Très bien, OK? Ils parlent mal, souvent, mais ils miment très bien. Tu regardes parler, c'est comme yo, bitch, virgule. Respect, point. À demain, man, point, virgule. En fait, je pense qu'on devrait tous mimer la ponctuation continuellement. Ça ferait des conversations animées avec plus d'informations qu'on n'a pas d'habitude, tu sais. Tu rencontres une fille que tu n'as pas vue depuis longtemps. « Allô, Sylvain, virgule, comment ça va? » Pour une interrogation. « Ah, pas pire, virgule, toi. »« Hey, je t'ai-tu présenté Geneviève? Elle a une super belle personnalité. Elle pèse une tonne, puis elle se rase le dos. » Tu sais, on aurait plus d'infos. Et là, quand tu as compris ça, tu penses que t'es correct, tu n'as tout compris. Il n'y a plus rien à apprendre en français. Là. Non! Parce qu'en français, ils ont décidé de donner des sexes aux choses. Contrairement à l'anglais qui ne donne pas de sexe aux objets. Hein. Les Anglais ne donnent pas de sexe. J'ai eu une blonde anglaise, je sais. Mais en français, tout a un sexe. Un fauteuil, une chaise. On pense-tu qu'ils vont former un couple? Là? Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent de nombreux poufs. Et je me demande, c'est qui le zouf qui a décidé du sexe des choses en français? Parce qu'à un moment donné, il y a un gars dans l'histoire de la langue française qui s'est arrêté. Il a fait « OK, regarde, vous voyez là, OK? M'a tranché. OK, regarde. Prostate, éjaculation, érection, c'est féminin. Sein, vagin, clitoris, masculin. Y a-tu rien que moi qui ai l'impression que quand M. Larousse est mort, il est encore vierge, lui-là, là? Par contre, il y a des objets qui ont le bon sexe naturellement. C'est comme une photocopieuse, là, c'est clairement féminin. Les filles n'aiment pas ça, hein? C'est comme, t'as pas le droit de faire une joke sur les filles, c'est effrayant. Non, une photocopieuse, c'est clairement féminin. Ça marche de temps en temps quand ça y tente. Il y a un paquet de boutons que tu sais pas à quoi ça sert. Des fois, t'en pognes un, ça allume, ça a l'air le fun. T'essayes de reproduire ça, tu ne peux plus jamais le reproduire pareil. Puis ça peut te répéter la même maudite affaire 500 fois par jour. Il y a une couple de gars qui s'assument, mais il y en a une maudite gang qui sont là comme... Mais s'il était tout seul, ça serait... Ah! Ah, c'est vrai, ils sont tous pareils. Ah! Mais avec le blond, c'est comme, franchement, il exagère, chérie, la rock. Moi, il fait rire d'une joke macho d'ici la fin du show, je vous garantis. Et en passant, un réfrigérateur, un frigidaire, c'est clairement masculin. Hein, c'est gros, ça prend de la place. Ça se nettoie pas tout seul. Si tu le fais pas toi-même, ça sent le maudit.
Et quand tu regardes à l'intérieur, il y a un petit 2 watts qui s'allume. Les autres, les filles ont aucune espèce de gêne, hein? C'est gros, ça pue, c'est épais, c'est comme toi! Et ce que j'aime du français, en terminant, c'est que c'est un des seuls contextes dans lesquels, encore aujourd'hui, de temps en temps, le masculin l'emporte. Parce que c'est une règle de base en français, le masculin l'emporte. Donc, mettons que tu as 8 filles et un gars qui vont au cinéma ensemble, tu es obligé de dire « ils vont au cinéma ». Le masculin l'emporte pour l'instant. Parce qu'après ça, elles choisissent le film, elles se font payer le popcorn. Elles passent une belle soirée, elles se font conduire chez elles le prennent comme ami, et ils retournent se tripoter le masculin seul dans son lit. Fait que c'est que l'emporte finalement le féminin. Point final. Mesdames et messieurs, accueillez le député de Grenville-sur-la-Rouge, M. René Bourassa. Merci. Chères Québécoises, chers Québécois, et tous les autres là, qui hésitent encore entre les deux, c'est à contre-cœur que je vous annonce ce soir la formation d'un nouveau parti politique dans le paysage politique québécois. Oui, avec l'ADQ qui est aussi mêlé que Jacques Demers d'un dictionnaire, avec les libéraux qui ont tellement la langue de bois que Harper en a des échardes sur le cul, et avec le PQ qui est aussi souverainiste que le Cheese Whiz et du fromage. Nous avons formé un nouveau parti à l'image des Québécois, un parti qui nous ressemble en tant que peuple, et j'ai nommé le parti Indécis. Regardez les sondages. Look at the sandwich. Ça fait des années qu'il y a des gens qui votent pour nous, mais imaginez maintenant qu'on a un parti. Oh, je vois le doute planer dans le regard de certains de vos yeux. Certains d'entre vous se disent « Ah, le parti Indécis, je devrais-y voter pour eux autres? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas, j'hésite. » Si c'est ce que vous êtes exactement le genre de personne que nous recherchons. Use the person we recherche de deux. Autrement dit, au lieu de voter pour des décideurs qui décident de rien, décidez donc de voter pour des indécis qui décident de rien décider. Hein? Au moins, vous ne serez pas déçus, oui, car nous, au Parti Indécis du Québec, ou si vous préférez, le PIC, c'est pas fort comme nom, on travaille là-dessus, ça risque de changer. Et en passant, je ne suis pas le numéro 1 du PIC, il est en vacances, mais en tant que 2 du PIC, j'aimerais vous rassurer sur le fait que nous sommes constitués d'une équipe solide, avec des femmes indécises extraordinaires, Michel, André, Carole, Daniel, et des hommes tout aussi extraordinaires, Michel, André, Carole, Daniel. Et tous ces individus n'ont qu'un seul but dans la vie, et j'ai nommé semer le doute. Oui, car le PIC se définit comme un parti d'extrême centre. Qui base sa philosophie dans le bon vieux dicton « Je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire ». On a fait une levée de fonds récemment, on n'a pas ramassé beaucoup de sous, mais c'est pas grave. Comme je le dis souvent à mon épouse, à cheval de nez, on ne regarde pas la culotte. Mais c'est lors de cette somptueuse levée de fonds, souper spaghetti, tombola, berceton, que j'ai discuté avec mes collègues et nous en sommes venus à la conclusion que le Québec est l'endroit idéal pour un parti indécis, car les Québécois forment le peuple le plus indécis de la planète. En 1995, on a eu un référendum, on a voté 49,4% oui, 50,6% non. On nous pose un choix de réponse oui ou non, on a quand même réussi à répondre peut-être. On n'est même pas capable de se brancher entre le système métrique et le système impérial. Prenez-moi, je calcule ma hauteur en pieds, ma distance en kilomètres, mon liquide en litres, ma consommation en grammes, et ma vie sexuelle en secondes, en millimètres et en argent liquide. Néanmoins, cependant, et peut-être même qui plus est, toutefois, nonobstant, nous savons que le peuple ne veut pas voter pour un parti qui s'en lave les mains sans se mouiller avec le dos de la cuillère. C'est pourquoi nous vous demandons d'arrêter de regarder en arrière et de regarder dans le rétroviseur. Oui, on dit souvent qu'il y a deux côtés à une médaille. Eh bien, nous, mesdames et messieurs, nous sommes le contour.
Un vote pour le PIC est un vote pour l'avancement de l'immobilisme. Parce que tout le monde sait que t'as bien moins de chances de péter à gueule sur un vélo stationnaire. Ouh, je sens des sceptiques. Ouh, I smell de faux sceptiques. Dans la salle, in the dirty. Et à ceux-là, je dirais, oh, vous montrerez pas un vieux singe comment faire l'autruche. Non, monsieur. Car le PIC ne prendra pas parti ni de la fesse gauche, ni de la fesse droite, car notre politique sortira du centre avec le vent dans les voiles. Parce que tout le monde sait que charité bien ordonnée commence par les meilleurs pots dans les petits onglets. Si vous électez le PIC, dans la première année de notre mandat, on va faire un référendum avec une question qui, cette fois-ci, sera claire. Elle sera la suivante. Est-il vrai ou faux que vous êtes pour ou contre? Oui ou non? Certaines langues sales diront que le PIC n'a pas d'opinion. Some say the pike is non-opinion. Et c'est faux, nous avons plein d'opinions. Par exemple, nous croyons que les assistés sociaux devraient se retrousser les manches. Malheureusement, ils ne peuvent pas, ils sont tous en camisole. Nous sommes pour l'abolition totale de la TPS. Nous sommes pour le retour des soldats canadiens à la maison. Malheureusement, ces deux dossiers fédéraux, on n'a rien à voir là-dedans. Is the federal dossier and nothing to... But I know very well that I'm a stupid son of a bitch with a small dick. J'en profite pour remercier mon neveu Pierrot qui m'aide à la traduction de certaines phrases. Mes chers amis, appelons les choses par leur nom. Please call me your bitch. Le niaisage, oui, le niaisage du gouvernement actuel va faire en sorte que le PIC, une fois au pouvoir, sera pris avec des dossiers chauds sur les mains. Et parlons-en des dossiers chauds. Mais si vous voulez parler des dossiers chauds, parlons des dossiers chauds. Heureusement qu'on capte pour la télé aujourd'hui. Donc, qu'allons-nous faire? Alors, les dossiers chauds. Qu'allons-nous faire pour ce système de santé malade qui est le nôtre? Absolument rien. Comme ça, les ceux qui chialent qui sont mal soignés risquent de chialer moins longtemps. Qu'allons-nous faire pour le CHUM, le fameux dossier du CHUM? Où construire le CHUM? On a décidé. Nous allons le construire, tenez-vous bien, à quelque part. En ce moment, nous hésitons entre une localisation et un emplacement. Mais une fois qu'il sera construit, nous allons construire une aile spécialisée dans le traitement de la grippe A H1N1 à côté du CHUM qui s'appellera le HATCHUM. Votez pour le PIC. Qu'allons-nous faire pour la protection de la faune? Nous allons interdire formellement la chasse aux truites et la pêche aux orignaux. Qu'allons-nous faire pour les ressources naturelles? Nous allons constituer un comité formé d'un expert en extraction de minerais, un expert en pâtes et papiers et un coiffeur. Avec la roche, le papier puis le ciseau, amenez-en les décisions. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire au niveau de l'énergie? On va tout convertir au nucléaire. Les ceux qui se plaignent que des espèces animales disparaissent chaque année vont être contents. Avec le nucléaire, il y en apparaît plein de nouvelles. La devise du Québec sera modifiée pour « Je me souviens », un peu, mais c'est flou, j'avais bu. Car oui, mesdames et messieurs, j'ai fait un rêve. I had a wet dream. J'ai rêvé qu'un jour, tous les pays de la Terre auraient leur partie indécis. J'ai rêvé qu'un jour, on regarderait le reste de la planète en leur disant qu'on ne sait pas qui, ni quoi, ni comment, ni quand, mais que ça, on en est certain. J'ai rêvé qu'un jour, j'irais travailler nu avec un masque de plongée. Ça n'a rien à voir dans le discours, mais c'est un rêve pareil.
J'ai rêvé qu'un jour, nous regarderions le Canada en face pour leur dire « On s'en sacre ». Oui, car le « on s'en sacre » nous donne la liberté. La liberté est porteuse d'opportunités. Et les opportunités, chers concitoyens, sont notre avenir, qui avec le pic risque fort de ressembler au présent. Alors, avec moi, dites haut et fort, on s'en sacre. Oui, concitoyens, remettons à demain ce que nous ne ferons jamais. Car un vote pour le PIC est un vote à l'égard. On vous demande de voter pour un parti qui ne sait pas ce qu'il dit, qui ne sait pas ce qu'il fait, mais qui l'avoue franchement et qui, pour ça, est sûrement le parti le plus honnête pour lequel vous n'aurez jamais voté. Ou pas. Merci beaucoup. Go fuck yourselves. Un parti d'expérience. Est-il vrai que vous êtes pour le blanc? Oui ou non? Sylvain! En tout cas, j'ai vraiment aimé ton show ce soir. Puis, je te trouve pas mal plus intelligent que tu penses, tu sais. Tu parles tellement bien. Puis moi, les cheveux, c'est pas vraiment important. Sylvain, est-ce que je suis en ville ce soir? Après, aller dans ta chambre d'hôtel, lire le dictionnaire en buvant un verre. Est-ce que je peux venir avec vous autres? Deuxième meeting du conseil d'administration des émotions d'innocents à la Rock. La situation est la suivante. Il vient de se faire offrir un trip à 3. Il s'est jamais fait offrir un trip à 1. Il est un peu mêlé. On va prendre la présence des différentes émotions ici ce soir. Est-ce que le pessimisme est là? Oui, je suis là. Si jamais on fait ça, là, on va brûler pour l'éternité des flammes de l'enfer puis de la culpabilité parce qu'on a trompé la femme qu'on aime. Mais je pense que ça vaut la peine. Est-ce que la libido est présente? Oui, on est bon. Est-ce que le romantisme est là? Où est le romantisme? Où est le... Oui, pardonnez-moi, je suis là. Désolé du retard, j'étais avec le mauvais goût, on écoutait du Nicolas Ciccone. Quoi, on nous offre une baisse comme ça, sans champagne, sans musique, sans préambule? À la décadence des mœurs. La femme moderne m'écoeure, chers amis. Très bien, merci beaucoup, le romantisme. Est-ce que l'intellect est là? Oui, je suis là, chers collègues. Bonjour, bonjour. Je tiens simplement à souligner le fait qu'il est déjà fort ardu de satisfaire l'une de ces viles créatures. Alors pourquoi risquer l'humiliation complète en en décevant deux à la fois? Je crains autant le coït interrompu que l'érection approximative. Oui, je viens d'arriver. J'ai-tu manqué quelque chose? Bon, le côté féminin est encore en retard. Ah, féminin. Je vais vous dire à libido d'arrêter de me baver sa jambe, s'il vous plaît. Merci. Excusez mon retard, j'étais avec la manipulation, on se pratiquait à faire semblant de pleurer. Mais là, Sylvain fait ça, là. Vas-tu encore être capable de se regarder dans le miroir après? Regardez à la face, Sylvain. Ça fait des années que je ne se regarde plus dans le miroir, OK? Moi, je pense vraiment qu'on devrait y aller. C'est une opportunité unique. Ah ben, regardons ça. Même l'intellect veut y aller. Mais bien sûr, vous savez que le cerveau est l'organe sexuel le plus important du corps humain. C'est pour ça que l'homme pense au sexe en moyenne 50 fois par jour. Oui. Et le reste du temps, à quoi pense-t-il? Il pense à son épouse. Ah! Épouse! Non. J'éprouve un certain malaise avec la situation, mais je crois qu'on devrait y aller. Oui, on devrait y aller. Parce que si on n'y va pas, là, on va le regretter jusqu'à la fin de nos jours. Si on y va, on va le regretter jusqu'à la fin de nos jours. Mais seulement à partir de demain matin. Quand on a commencé à écrire le show, mon script éditeur et mon metteur en scène, M. Postigo, M. Léveillé, m'ont dit il faudrait que tu écrives quelque chose de plus personnel dans ce show-là, qu'on apprenne à te connaître un peu plus, Sylvain. Et puis, j'ai décidé de faire un numéro sur ma famille. J'ai jamais beaucoup parlé de ma famille parce que je suis pas très proche de ma famille parce que c'est une gang de morons. Mais, non, c'est pas vrai. J'étais proche de mon grand-père.
Malheureusement, mon grand-père, il est mort d'une crise cardiaque le jour de ses 95 ans. On n'aurait peut-être pas dit la bascule. Je ne suis pas proche de ma famille, mais je vais illustrer ça avec une anecdote de vie réelle, OK? Il y a une couple de mois de ça, je suis avec ma blonde dans une pépinière, je ne sais plus trop où. Puis on rencontre mon oncle et ma tante que je n'ai pas vus depuis 15 ans. Et cet oncle et cette tante-là ont un enfant, qui a aujourd'hui mon âge, qui a une déficience intellectuelle. Et je ne veux pas rire de ça du tout. C'est pas ça mon but, mais ça fait partie de l'histoire. Parce qu'on commence à jaser avec eux autres, ils sont super fins. Et tripants, on a du fun, on rit, ils sont allumés, ils sont cool, tout ça. Et je me dis dans ma tête, crime, on devrait les voir plus souvent, parce qu'ils sont vraiment le fun. Et à ce moment-là, je m'informe à ma tante de mon cousin Vincent, qui est trisomique, pour être gentil. Et elle, avec tout l'amour d'une mère, elle me regarde et elle me dit, « Ah, Sylvain, tu devrais voir Vincent. Il te ressemble assez. » J'ai de la misère à voir le positif là-dedans, moi. Là. Tu sais, Et en plus, moi, ma famille, c'est une famille éclatée, comme bien les familles québécoises. Et ma blonde aussi, elle vient d'une famille éclatée. Et ce qui fait que dans le temps des fêtes, c'est super désagréable. C'est une tournée du Québec. Là. On a 4 sets de parents, 8 sets de grands-parents, à peu près 70 sets de mon oncle, ma tante, dont les prénoms sont flous. Hein. Écoute, dans les parties de famille, on se promène avec des macarons avec nos prénoms dessus, nous autres. Là. C'est pas bon. Il n'y a personne qui se... En plus, il y a comme la cousine qui change de chum à tous les années. On prend même plus le temps d'apprendre le nom du gars. On sait qu'il va être éclairé l'année d'après. Il y en a qui t'offrent même pas jusqu'au jour de l'an. En fait, ma cousine qui change de chum tous les années, c'est la seule tradition perdue dans ma famille. Et naturellement, en pensant à ma famille, je me suis dit, la bonne vieille phrase qu'on dit souvent, on ne choisit pas sa famille. Sauf que je me suis demandé, si j'avais à choisir, moi, ma famille, y en a-tu un de la gang qui resterait? La réponse est oui. Ma mère. Je suis très, très proche de ma mère. C'est grâce à elle que je fais ce métier-là. Et les premières jokes que j'ai écrites, c'est parce que je voulais entendre son rire. Je suis très proche de elle et je l'aime beaucoup. Mais ma mère, comme je vous l'ai dit tantôt, elle a porté le poncho jusqu'en 95. Okay? Je ne sais pas si c'est à cause du pot qu'elle a fumé, mais des fois, elle est un peu mêlée. Rien de grave. Elle mélange les mots. OK? Par exemple, il y a une couple d'années de ça, pour Noël, elle disait tout le temps que je travaillais trop, qu'on se voyait pas assez. Fait que j'ai dit, OK, je paye un voyage avec moi. On va aller en République dominicaine et je dis, je t'amène à Punta Cana. Ce qui arrive avec ma mère, c'est que des fois, il y a un mot qui rentre par son oreille. Après ça, son cerveau s'enfarge dans le jeu de Scrabble et le mot ressort différemment par sa bouche après. Alors là, le mot Punta Cana est rentré dans son oreille. Son cerveau s'est enfargé dans le jeu de Scrabble et a passé 6 mois à dire à tout le monde à Coansville que son fils l'amenait à Pocahontas. Histoire vraie, là, si je vous présente ma mère. C'est juste que vous appreniez à la connaître un peu. Une ancienne épice, super gentille, madame. Mais comme dans le temps des fêtes, la meilleure, OK? Mon père, il a acheté une plante verte à ma mère pour Noël, qui ne se fumait pas, celle-là. Elle aime toutes les plantes vertes. Il a acheté une cyclamène, ça s'appelle. Moi, je connais pas les plantes vertes, mais le nom, c'est une cyclamène. Et entre Noël et le jour de l'an, j'appelle ma mère, puis je dis, comment ça va, maman? Ah, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais de bon, là? Ah, ben là, j'arrose ma chlamydia. Quoi? Ben, je te l'ai dit, j'arrose ma chlamydia. C'est ton père qui me l'a donné pour Noël. Ouais. Il était cassé cette année. Je vais raccrocher, je pense que tu as besoin de tes 2 mains. Et ma mère, c'est pas quelqu'un de cartésien. Hein? Elle, les unités de mesure, les calculs, elle n'est pas bonne là-dedans. Elle mesure tout avec son cœur. Okay? Mettons qu'elle t'aime beaucoup, puis ça fait une semaine qu'elle t'a pas vu. Mais vu qu'elle t'aime plus que les autres, elle a l'impression que ça fait plus longtemps que les autres qu'elle t'a pas vu. Elle a l'impression que ça fait 1 mois, même si ça fait rien qu'une semaine. C'est le même avec son cœur. Tu sais? Et c'est peut-être pour ça qu'elle a complètement fucké ma notion du temps quand j'étais petit. Tu sais, on s'en allait, mettons, on partait de Coansville, on allait à Québec. On s'entend que c'est un 3 heures de route, là. Peu importe la distance qui restait à couvrir, OK? On demandait, on arrive-tu bientôt? Et la réponse, peu importe, c'était dans 5 minutes. Moi, à 2-3 ans, je ne savais pas c'était quoi 5 minutes. Mais je trouvais ça long en sacrement. Okay? Et là, un moment donné, je sais pas, j'avais fait une niaiserie, je sais pas, un mauvais coup, mais elle m'a dit, là, tu vas aller réfléchir à ce que tu as fait 1 heure de temps dans ta chambre. Oh, mais je peux pas aller 1 heure de temps dans ma chambre, on est en juillet, j'ai de l'école en septembre.
T'as 5 minutes pour monter dans ta chambre. Ah, j'ai le temps de bord. OK, le smart, 2 heures dans ta chambre. Je veux pas manquer Noël. Ça, c'est ma mère. C'est ma mère. Mais elle m'a toujours backé. Elle a toujours été avec moi. Tu sais, quand j'étais petit, bon, avec un œil croche, c'est pas trop facile à l'école. Puis mes parents divorçaient, revenaient ensemble. Fait que moi, je changeais d'école à tous les cours, à peu près. OK? Et à chaque fois que j'arrivais dans une nouvelle école, il y a un jeune qui me faisait une proposition académique du genre viens ici, m'a te crocher l'autre. Hein? C'est. Tout le temps, tout le temps. Et quand je suis arrivé à l'école Sainte-Thérèse de Cowansville, celui qui m'a fait cette proposition-là, c'est Rémi Bouchard, le petit bum de la 2e année. Et je suis revenu chez nous le soir, j'avais un œil au beurre noir, mon manteau déchiré, ma mère avait le cœur en larmes, c'est sûr. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, puis ma mère était pas là. J'en ai pas fait de cas. Tu sais, j'ai pris ma boîte à lunch des Centros de Centro. J'ai mis mon sou de skido une pièce, puis je suis parti à l'école. J'avais grandi vite. Et là, j'arrive à distance de voir la cour d'école au loin. Et dans la cour d'école, je vois qu'il y a un attroupement de jeunes autour d'un banc de neige sur lequel se tient debout une petite madame en poncho. Là, ma mère m'a vu arriver de loin et elle m'a regardé de même. Et quand ma mère me regardait de même, je savais qu'il y a quelque chose de weird qui s'en venait, OK? Et là, elle a regardé les enfants et elle a fait « C'est qui le petit maudit qui a fait mal à mon fils hier soir? » Tout le monde a pointé Rémi Bouchard. Elle a fait « C'est toi, ça, mon petit schnappant. Ben, tu ne referas plus jamais ça, parce que sinon, mon mari va t'envoyer en prison, il est juge. » Mon père était juge de paix, il faisait des mariages civils. Remarque, ça revient au même, mettait du monde en prison, là, mais... Hey, les gars, ils s'assument pas. On fast forward en secondaire 5. C'est toutes des histoires vraies en passant. Secondaire 5, je fais prendre ma photo de finissant, puis mon œil, il paraît super gros, sa photo. Puis tu sais, quand t'es ado, t'es fier un peu. Je la trouvais lettre, j'étais affreuse, ma photo. Ma mère était tellement fière que j'ai gradué, elle l'a fait agrandir, puis elle l'a sacré sur le mur du salon. Tous les matins, je descends l'escalier, je vois ma photo, puis tu sais, je vois. Mais un beau matin, je descends, OK, l'escalier, j'arrive en bas, puis je regarde la photo, puis mon œil, il était droit. Maman, comment ça fait que mon œil est droit sur la photo? Là, elle me regarde. J'ai pris un stylo feutre brun, puis j'ai agrandi ta pupille un petit peu en dessous. Ma mère a inventé Photoshop, aussi. Elle voulait tellement qu'on soit bien dans ce qu'on vivait, tu sais. Elle voulait toujours qu'on soit à l'aise, qu'on ne soit pas gêné d'être ce qu'on était. Puis, ça se reflète dans une anecdote qui s'est vraiment arrivée aussi. C'est ma première éjaculation nocturne. Écoute, je suis un peu gêné d'en parler. Et il voulait de l'intimité, là, je vous la donne, OK? Mon premier wet dream, OK? C'est histoire vraie, OK? Ça, c'est l'âge pour un gars. Tu sais que la machine fonctionne, mais tu sais pas comment la faire fonctionner, hein? Elle marche toute seule la nuit, tu te réveilles, tu vois ça, tu fais « Ah bon, je n'ai pas fait de cas. » Tu sais, je suis allé prendre ma douche, puis je suis parti à l'école, tout ça. Et ma mère a sûrement trouvé ça dans mes draps dans la journée, parce que quand je suis revenu de l'école le soir, elle m'attendait sur le bord de la laveuse. Et là, je vous jure, OK? Pour être sûr que je sois bien dans ma peau et que je ne sois pas gêné de ça, ma mère a décidé qu'on allait fêter ça. En famille. Chez Saint-Hubert à Granby. Faites juste vous mettre à ma place. Là, j'ai 11 ans. Mon ego n'existe pas encore. Puis je suis assis sur une banquette de vinyle de Saint-Hubert en train de fêter mon premier venu avec ma famille. Mes 2 sœurs sont en face de moi. Mon père sait plus où se mettre, c'est pas mon idée, gros, c'est pas mon idée. Et ma mère qui se peut plus. Mon fils éjacule, on va tout prendre la poitrine. Pour le petit monsieur, c'est crémeuse ou traditionnel? C'est peur qu'au dessert, il arrive avec un gâteau, des chandelles, tout le staff. Il est venu dans ses draps, Mais tu sais,
Elle est tellement bonne, elle a tellement un grand cœur. Tu peux pas y en vouloir, tu sais, c'était pas pour me faire de la peine, c'était au contraire plein de bonnes intentions. Mais j'ai quand même eu une petite revanche. Autre histoire vraie, à 15 ans, elle m'a acheté un chien. Et moi, j'ai réfléchi un peu, puis j'ai fait, j'ai appelé le chien Party. Ça a l'air niaiseux, OK? Sauf que j'ai compté ça à mon père et mes sœurs, puis on a ri pendant 10 ans. Parce qu'à tous les soirs, on voyait ma petite maman toute cute, avec sa robe fleurie, ses tresses de hippie, ses lunettes rondes à la John Lennon, 5 pieds 2, qui sortait sur le perron en avant de la maison, et dans la ville de Coansville, elle criait « Party! » Les voisins, ta mère est malade, man! Appelle Jean Lapointe! Je suis content de rendre un hommage à maman comme ça parce que la môme, cette année, elle a passé un moment dur. Elle a survécu à un cancer du sein. C'est arrangé. Elle est passée au travers, puis on est bien content. Mais, tu sais, je dis qu'on n'a pas une famille proche, mais il y a des événements qui rapprochent les familles comme ça. T'sais. Et puis après l'opération, on était tous là, moi, mes 2 sœurs, mon père, autour de ma mère à l'hôpital. Et puis, ma mère a ouvert les yeux, puis elle nous a vus ensemble. Et déjà, ça lui a fait beaucoup plaisir. Puis après ça, elle a constaté qu'elle était à l'hôpital. Puis là, elle est venue mal. Puis elle m'a regardé, elle a dit, Sylvain, je ne veux pas rester ici, OK? On s'en va à la maison, je ne veux pas rester à l'hôpital, j'aime pas ça, l'hôpital, j'aime pas ça, je suis pas bien ici. On s'en va à la maison, OK, tu m'amènes à la maison. Je dis, man, relax, dans 5 minutes. Quand j'ai commencé à faire de l'humour au siècle dernier, en 1992, je travaillais dans une tour de bureau du centre-ville de Montréal, chez IBM, et le soir, j'enlevais ma cravate et je montais sur les scènes des clubs de stand-up comique anglophones de Montréal, comme sur la rue Bishop, le Comedy Works, etc. Et on a des images de l'époque, d'ailleurs, je pense, de moi qui fais de l'humour dans ces endroits-là. Oui, c'est ça, 92, j'avais des cheveux, tout. Et à l'époque, je faisais du stand-up comique à l'américaine. Vraiment, une ligne, un punch. Ambiance, c'est plus tard, enfumé un peu, les gens ont pris un verre. C'est plus crunché. Et j'aimerais ça vous faire un numéro dans l'ambiance de ce que je faisais à l'époque. Ça vous tente-tu? Applaudissez. Bonsoir, ça va bien. J'ai arrêté de fumer, merci, j'ai arrêté de fumer Hein? J'ai arrêté de fumer, là, 30 livres de ça. Oui, c'est ça. Parce que ma blonde est médecin. Hein? Ma blonde est médecin, oui. C'est ma façon à moi de donner mon corps à la science. Et elle arrêtait pas de me crier après. Arrête de fumer, essaye les patchs. J'étais écœuré de l'entendre me crier après. Fait que j'ai essayé les patchs, puis ça aide. T'emmènes chaque oreille, tu peux fumer en peste. Une chose qu'on a en commun, ma blonde et moi, on adore le corps humain. J'aime le fonctionnement du corps humain, surtout que des fois, le corps réagit sans consulter le cerveau à des stimuli extérieurs et ça donne toujours de la merde, OK? On fait toutes les mêmes maudites niaiseries. Mettons que tu sors de chez vous et tu t'aperçois qu'il pleut. On fait la même affaire, on se penche un petit peu de même. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on se dit, là? Tu sais, on pense-tu que la goutte qui tombe va faire, ben là, il est rendu bien trop loin. Je retourne dans le nuage immédiatement. Quand tu sors dehors, puis il fait plus froid que tu pensais, on fait toute la même affaire, on se frotte les triceps ici. Me semble qu'il y a des parties de notre corps plus importantes à protéger, OK? Mes couilles vont tomber à terre, mes yeux vont geler, prendre de l'expansion, puis me fendre les orbites, mais mes triceps vont être corrects. Puis c'est pratique, parce que j'en ai besoin pour ramasser mes couilles. Quand on est au téléphone cellulaire et que ça rentre mal, le signal, on fait la même affaire, on le lève dans les airs un peu de même. Hein? Il y a 15 km qui me séparent du fucking satellite, mais je suis convaincu que le 2,5 pouces va faire toute la différence. Et quand je regarde ça, je me dis, les astronautes dans l'espace, si le signal rentre mal, ils font-tu « Allô? 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 » Mais la fois où le corps humain réagit sans consulter le cerveau qui me fait le plus triper, c'est quand on a peur. Hein? Ça, c'est vraiment une réaction instinctive. Parce que mettons que tu es dans une ruelle, il est 4 heures du matin, OK? Puis il y a un gars qui saute en avant de toi avec un couteau. Ton corps a peur. Il n'a pas le temps de consulter le cerveau. Il faut qu'il prenne une décision unilatérale. Il te donne les mains moites. À quoi ça me sert, ça, moi, là? Quel esprit de mécanisme de défense poche que c'est ça, hein?
Moi, j'ai jamais entendu Pierre Bruno dire aux nouvelles, oui, l'assaillante a poussé à coup de ma moite. Non. Écoutons la victime. Ben, c'est ça, je l'ai noyé à coup de claque à la gueule. Non, ça marche pas de même, OK? Là, le gars avance vers toi avec son couteau, et là, ton corps a une deuxième réaction sans consulter le cerveau. Il te fait trembler puis claquer les dents. Ça, c'est le corps qui est un cave tout seul qui se dit « Ah, peut-être j'ai l'air flou ou a de la misère à me viser. » Et quand il vient te rentrer le couteau dans le cœur, ton corps a une réaction finale et il te fait chier dans tes culottes. Là, c'est le corps qui manque d'idées, qui va le sel de la moufette. Ou c'est peut-être le corps qui est un cave, qui se dit « Ah, peut-être s'il penche aux toilettes, il va me laisser mon intimité. » J'écoutais le canal Historia cette semaine parce que j'étais beaucoup trop diverti, il fallait que ça arrête. Et j'ai pogné une émission sur l'Empire romain sous Caligula. Et puis il disait qu'à l'époque, on le sait tous, que les Romains faisaient des orgies sexuelles, hein, du sexe avec des groupes de gens, plein de monde qui baisaient ensemble. Et je comprenais pas pourquoi, mais là je le sais. C'est parce que pour faire la position du 69 en chiffre romain, il faut être 13, genre. Il y avait aussi un reportage sur les légendes québécoises, comme la chasse-galerie. La chasse-galerie, vous connaissez peut-être, ça disait que les bûcherons dans le Nord vendaient leur âme au diable pour voler dans une vieille chaloupe jusqu'aux femmes dans le Sud. Ça existe encore, ils appellent ça Air Transat. Moi, c'est rare que je prends l'avion, j'aime mieux prendre ma voiture, sauf qu'en tant qu'automobiliste, on réalise assez vite qu'on se fait vraiment fourrer par notre gouvernement au Québec. Hein? Checkez bien ça. Okay? La Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, te donne un permis de conduire. Enlève un A. La SAQ te fait boire. Enlève un autre A. La SQ t'arrête pour alcool au volant. Et c'est quoi la différence entre SAAQ et SQ? AA, alcoolique anonyme. Il n'y a pas de hasard dans la vie, OK? À chaque fois que j'appelle une grosse compagnie au service à la clientèle pour me plaindre, ils répondent toujours la même affaire. Ah, c'est pas nous autres, c'est Toronto qui décide. C'est Toronto qui colle la shot, c'est Toronto qui décide, c'est pas nous autres, c'est Toronto. Depuis que j'ai réalisé ça, le nouveau surnom de ma blonde, c'est Toronto. Tu veux une autre bière? Demande à Toronto, elle est dans la cuisine. C'est Toronto qui colle la shot. Oui, j'aime ma blonde, même si c'est une germaine, elle gère puis amène. Et ça fait de moi un Christophe. Je suis en Christ, mais je la toffe. Eh les gars, hein, ça vient. Ah, moi vous avoir. M'a fini par vous avoir, les gars. Mais je parlais de Toronto, et c'est vrai, quelle ville de merde, hein? Je vais souvent faire des shows en anglais là-bas, et je m'emmerde. Moi, je regarde les gens de Toronto, les Torontois, puis je me pose des questions profondes, genre, y a-t-il une vie avant la mort? J'aime me poser des questions profondes, tu sais. Les cannibales, là, s'ils veulent une alimentation équilibrée, faut-il qu'ils mangent du végétarien à chaque repas? Les champignons dans le frigidaire, là, quand ils pourrissent, ça m'en fait-tu juste plus? Si jamais je me fais frapper par une ambulance, qui c'est que j'appelle? Un dyslexique qui veut s'acheter un billet aller-retour Val-d'Or, Dorval, Dorval, Val-d'Or. Il va-tu partir à un moment donné? Comment ça fait que quand je magasine des jeans, OK, s'ils sont trop serrés, elle me dit ils vont s'agrandir avec le temps. S'ils sont trop lousses, elle me dit ils vont rapetisser au lavage. Est-ce que peux-tu qu'ils me fassent pas tes calices de jeans? Comment se fait que dans les films d'horreur, on voit jamais un fantôme avec un drap contour? Je me demande s'il existe de la lingerie érotique esquimaude. Il y a un G-string en air d'amorce. Des raquettes à talons aiguilles. Une brassière avec un capuchon. Je me demande pourquoi les chanteurs de rap font jamais d'album de Noël. Jingle Bitch. Le petit reine aux yeux rouges. J'ai vu ma petite maman hier soir en train de se faire gangbanger par 12 Pères Noël, je sais pas. Moi, ma fête préférée dans l'année, c'est l'Halloween.
Parce qu'à l'Halloween, je m'arrange pour mélanger complètement les petits-enfants qui viennent cogner chez nous. Ils sonnent à ma sonnette de porte et puis j'ouvre déguisé en Père Noël. Alors, revenez dans 2 mois. Bang! Je suis pas célibataire, mais quand j'étais célibataire, je me masturbais toujours avant de sortir. Pour la même raison que je mange avant de faire l'épicerie, je voulais pas ramener n'importe quoi à la maison. Les gars commencent à se lâcher. OK, c'est bon. J'ai appelé une diseuse de bonne aventure, une voyante, la semaine passée pour un rendez-vous. Elle m'a dit, on va se voir à 3 heures. Je suis pas allé. Le plus drôle, c'est qu'à 4 heures, elle m'a rappelé, t'es pas venu à 3 heures. Tu vois bien que ça marche pas, tes calices de prédiction. Ah, il y a du monde qui m'énerve. Là. J'ai appris récemment que le mot karaoké, c'est un mot japonais qui veut dire « lâche le micro, assieds-toi et ferme ta gueule ». Il m'énerve le monde qui dise « exa » au lieu de « exact ». Oui, c'est exact. Non, c'est exact. Il y a un C puis un T, puis c'est pas des lettres silencieuses. Mon grand-père, ce qu'il a dans les yeux, c'est des cataractes, pas des cataras. Okay? Au milieu du show, il y a un entraque, pas un antros. Tu te laisses ça de tabarnak? Des fois, il y a du monde qui nous énerve, tu sais, mais on n'a pas le choix de les côtoyer ou même de les appeler des fois. Et à chaque fois, je prie pour appeler quelqu'un qui m'énerve. J'espère toujours de pogner son répondeur. Vous autres aussi? Hein? Alors, on fait tout ça, tu sais. Sauf que ça nous est tout arrivé aussi de répondre au téléphone, de se faire dire « Ah, je pensais pogner ton répondeur. » On est tous le trou de cul de quelqu'un, OK? Quand tu prends des assurances pour ta maison, OK, ils disent tout le temps la même affaire. Ils disent, là, tu vas prendre une caméra vidéo et tu vas filmer chez vous. Comme ça, si ça passe au feu ou tu te fais voler, on va te rembourser ce qu'il y a sur la vidéo. Mais moi, je suis pas cave. J'ai pris ma caméra vidéo puis je t'allais filmer chez Bro et Martineau. Avec ma famille qui se promène en pyjama pour faire plus réaliste, ça. Moi puis ma blonde, on a 2 chiens, Edgar et Simone, nos 2 gros Golden Retrievers. Et à chaque fois que je fais marcher Edgar, je le regarde sentir les pipis des autres chiens du quartier, puis je me dis, ben coudonc, c'est sa façon à lui de prendre ses courriels. Puis des fois, il lève la patte, puis il fait « reply ». Il y a une amie de ma blonde parlant de chien l'autre fois qui me dit, elle dit, moi j'aime mon chien parce que lui, au moins, il me juge pas. Hey, si ton chien est le seul être vivant de la planète qui ne te juge pas, peut-être que t'es un esprit de loser, hein? Et tu sais pas, peut-être que le chien aussi, il te juge. C'est juste qu'il n'est pas capable de le dire. Regarde-les, là. Il se liche le cul devant ta face à longueur de journée. Il essaie peut-être de te dire de manger de la marde. Et le plus fun, c'est quand je reviens de tourner, t'as des chiens, là, tu sais, là, j'arrive à ma porte d'entrée, puis les 2 viennent me voir, puis ils sont contents, puis j'ai flatte. Et immanquablement, ma blonde est dans la cuisine, elle me regarde, puis elle fait « Tu donnes plus d'affection aux chiens qu'à moi. » Si t'étais plus souvent à 4 pattes en train de me licher, t'en aurais plein de tendresse. Les gars, je vous l'ai dit que je vous aurais. How you doing tonight? Okay, who's from out of town? Salut Sylvain, est-ce qu'on peut rentrer? Chères émotions, il n'est pas trop tard pour reculer, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'on ne devrait pas y aller, parce qu'on est d'une petite ville, puis tout se sait à Pointe-aux-Trembles. L'intellect, qu'en pensez-vous? Moi, je pense pas qu'on devrait y aller. Ils sont pas super belles, ces filles-là. Puis ils ont l'air d'avoir des gros os. Personnellement, je crois qu'on devrait y aller. C'est une opportunité unique, et vu que c'est une première fois après, on ira fêter ça en famille chez Saint-Hubert à Granby. Alors, en somme, 2 options s'offrent à Sylvain. Il peut soit laisser rentrer les filles, passer la nuit avec elles, ou aller se coucher tout seul, tranquille, avec un bon livre, comme un bon petit garçon. Ceux qui votent pour A. Anyway, je fais plus confiance. Vas-y, Sylvain. Mesdemoiselles, ce sera pas possible. Parce que bon, regarde, j'ai une blonde, puis je l'aime, puis on va se marier, puis on va avoir des enfants, puis
Puis tu sais, j'ai des responsabilités. Moi, là, j'ai pas que ça à faire, être heureux. Fait que ça arrivera pas, mais c'est la vie. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de ce spectacle-ci ce soir, et si vous voulez me faire plaisir, c'est ça que vous allez retenir, c'est la phrase suivante. Et la qualité d'un texte, ou même n'importe quelle œuvre artistique, en fait, est toujours dans l'approche, et jamais dans le propos. Est toujours dans la façon de dire les choses ou de les démontrer, jamais dans la chose qu'on démontre, OK? Tu peux dire n'importe quoi, tu peux pas le dire n'importe comment. Tu peux avoir des critiques qui disent que les humoristes parlent de cul, c'est pas intelligent, c'est pas du bon humour, ils sont vraiment dans le champ. Tu peux avoir une joke de cul qui est brillante, et tu peux avoir une blague qui parle de Jean-Paul Sartre, discutablement le plus grand philosophe du 20e siècle, qui est complètement niaiseuse. Hein, une fois, c'est Jean-Paul Sartre voulait rentrer dans la police s'est tassée, Jean-Paul Sartre est rentré dans le mur. C'est pas parce que ça parle de Jean-Paul Sartre que c'est intelligent, on s'entend là. Hein? Et c'est pour ça que moi, dans mes shows, je parle pas de cul. Je parle pas de cul, je parle d'échange de fluides corporaux entre bipèdes évolués et dévêtus. Oui. Je parle pas de baise, je parle de coït, de copulation, ou à les limites d'une bonne partie de cache le pepperoni. Hein? Bon, la métaphore aide à faire passer le propos, hein? C'est ça. Mais j'ai eu la chance, étant jeune, d'avoir un professeur dont je vous ai parlé tantôt, M. de Montalembert, qui, à cause des coupures à l'école, au gouvernement, tout ça, a été pris pour enseigner 2 cours. À un moment donné, il enseignait le français plus l'éducation sexuelle. Et un matin, il nous a donné une leçon de forme versus contenu que je n'oublierai jamais. Alors, chers amis, bienvenue au cours d'éducation sexuelle. Ce matin, nous allons lire ensemble la composition du petit Rémi Bouchard, qui nous a fait une composition sur une relation sexuelle fictive, inventée de toutes pièces par lui. Alors, nous allons afficher cette composition sur une nouvelle technologie de 1982, appelée le stencil. Alors, voici le stencil. Alors oui, on lit. Alors, j'étais chez nous en train de me crosser... Oui, c'est ça, là. Avoir une job. De mes chums sont arrivés, ils m'ont emmené d'un bar de danseuse chic. Il y en a une qui m'invite chez elle, je l'ai fourré de tout bord, de tout côté, puis je suis venu dans sa face. Bon, mon petit Rémi, comment dire, le problème de ta composition n'est certes pas dans le propos qui est on ne peut plus clair, mais le problème, un de forme. Je propose que nous retravaillons ensemble la forme de ce texte, histoire de lui donner un peu plus de panache. Procédons phrase par phrase, si vous le voulez bien. Alors, j'étais chez nous, j'étais chez moi, j'étais scié en ma demeure, en train de me masser l'excroissance. Devant une production cinématographique, ma foi, à petit budget. Au niveau des costumes, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. C'est une œuvre du 7e art que René Aumirois qualifierait probablement d'anémique au niveau du scénario, car celui-ci était essentiellement constitué d'onomatopées du style « Oh !» « Oh !» et bien sûr l'incontournable « Oomph !» Le tout ponctué de sons de flic-flac d'une éloquence pour le moins pittoresque, avec des dialogues redondants du style « Ah, tu bouges bien, toi !» et « Allez, prends tout, cochonne !» C'est un film qui mettait en vedette des membres, mais pas de l'Union des artistes. Entre autres, une jeune comédienne, Babette, une tragédienne, qui était agenouillée au pied d'un producteur de cinéma et tentait de susciter l'attention de celui-ci. Éventuellement, le dit producteur retira sa matraque de joie de la cavité orale de la jeune Babette et la baptisa généreusement d'un échantillon de lui-même. L'ambitieuse Babette, toujours au sol en position repentante, désormais éclaboussée du nectar de son supérieur immédiat potentiel, leva un œil acquisiteur vers lui et s'exclama « Pis, je l'ai tué à job !» C'est à ce moment qu'on frappa à ma porte. C'était 5 de mes amis, des poètes, dont les surnoms sont Doc, Boucan, Tibra, Moton et Grumeau. Ils m'invitèrent à me joindre à eux pour aller dans un débit d'alcool bas de gamme, assister à un spectacle de danse donné par une troupe de danse. Comment pourrais-je la décrire? C'était comme les grands ballets canadiens, mais pas de ballet et pas de Canada. Donc,
Nous assistâmes à quelques grossières pirouettes dans une mise en scène boiteuse impliquant une pôle métallique et une couverture dont la propreté laissait planer certains doutes. Performance suite à laquelle l'auteur de ces grotesques arabesques, une dénommée Natasha Fingerspin, s'adressa à moi, m'invitant à me joindre à elle plus tard dans la soirée, en me promettant que la porte de son logis serait ouverte, ainsi que tous les orifices qui meubleraient mon passage entre celle-ci et celle de Dune. Inutile de vous dire qu'à ce moment précis, l'intensité de mon courage n'avait d'égal que la rigidité de mon colocataire d'entrejambe. Lui conférant des dimensions colossales dignes de la péninsule gaspésienne, et à l'idée de me vautrer dans sa baie des chaleurs, Percé était au bord de l'éclaboussure. Je me présentai chez elle à l'heure convenue. Sitôt étais-je entré qu'elle s'agenouilla devant moi et me dit « Sors ta queue ». De naturel curieux, je m'enquière, queue dans le sens une file de gens qui attendent pour entrer dans un lieu populaire, ou queue dans le sens je mets du bleu au bout et j'entre la boule numéro 8 au coin. Elle précisa, non, je vais te faire une pipe. D'autant plus curieux, je m'enquière. Pipe dans le sens de me tailler un calumet autochtone dans un morceau de bois franc. Ou pipe dans le sens de créer un vacuum dans votre cavité buccale dans le but d'y faciliter la migration de ma progéniture potentielle. Ma question demeura en suspens, elle s'activa, et disons qu'à ce moment précis, avoir eu du mercure dans l'excroissance, j'aurais pu vous donner sa température exacte. Nous passâmes éventuellement aux choses sérieuses et des mouvements répétitifs de va-et-vient synchronisés me permettèrent de me glisser encore et encore entre les pages de son roman coquin tel le signet de l'amour. Nous adoptâmes différentes positions telles le W inversé, le triple salto latéral répétitif et le tordeur cervico-lombaire norvégien, les classiques quoi. Chemin faisant, la jeune femme me dit « Traite-moi de nom. » Ah, tu l'auras voulu. Louise Lamotte. Normand Duquette. Lick Turcotte. Elle me dit non, traite-moi de nom cochon. Anne-Marie Lozic. Elle me dit non, insulte-moi. Anne-Marie Lozic. Et finalement, du haut de mon paradis artificiel, je tente d'atteindre le 7e ciel, admirant la Vénus calipige qui s'amuse à m'amidonner la tige. De ses pulpeuses babines, elle se sert pour savourer l'érotique dessert. Si vous saviez combien il me tarde de lui livrer mon surplus de costarde. Pardonnez-moi d'être aussi vénal, mais l'amour a parfois cet aspect trivial. Et bien que nous atteignions l'âge adulte, il faut tout de même que le corps exulte, dans la plus romantique des envolées, comme la plus basse des voluptés. Et je m'efforce alors de faire fontaine de ce piston qui est le mien, débordant d'ADN. Des milliers de gamètes il postillonne, qui en vain pour l'ovule cherche et tâtonne, faisant de ce sourire plein d'arrogance une sympathique gouttière pour ma semence. Des questions.